J'ai entendu une phrase d'un philosophe qui disait « La nostalgie is memory less pain ». Okay. La nostalgie, c'est la mémoire, moins la douleur. Et c'est vrai, en fait. Souvent, t'oublies la douleur de mémoire. Je fais pas mal de sport et après un trail ou après un marathon, tu vois, t'es en mode « Putain, j'ai trop envie de faire le prochain ». Mais t'as oublié que 4 heures avant, t'étais au 40e kilomètre en train de te dire « Mais c'est la dernière fois que je fais ça ». Tu t'es subordonné à une autorité à un moment donné qui t'a dit que c'était important que tu sois toi-même. Et du coup, au moment où tu te subordonnes à une autorité par rapport à ça, ce n'est plus toi-même que t'essaies d'être, c'est le concept d'être toi-même que t'essaies d'être. C'est complètement différent. Et le concept d'être toi-même, c'est un ensemble de règles, de valeurs, de principes que t'as probablement absorbé de cette personne. Si on revient sur la peur, psychologiquement, la peur, elle est juste la perception que dans le futur, je vais expérimenter plus d'inconvénients que de bénéfices. Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode du podcast Vivant. C'est l'épisode 4 du... Non, c'est le 5. C'est le 5, mais l'épisode 4 du dilemme du choix. Sur l'épisode 1, c'était un peu l'introduction au podcast. Okay. Donc, du coup, c'est l'épisode 4 du dilemme du choix. Je sais que tu me fais confiance. Tu me l'as répété par message. Ouais. Et plus précisément, justement, c'est est-ce qu'on peut être clair et authentique en même temps. C'était ça. Et sur cet épisode, je voulais revenir sur le coaching que tu m'as fait en live. Pendant le coaching, du coup, je me suis rendu compte que finalement, l'exploration, celui que j'avais quand je testais plein de métiers, j'ai fait 6 ou 7 métiers en 4 ans, tu m'as dit, finalement, en fait, l'exploration, c'est peut-être une feature par rapport à ta mission de vie, par rapport à ce que veut ton âme, finalement. Et je me suis posé la question... Je suis pas sûr de l'avoir formulé comme ça, mais ok. Ok. Tu penses comment tu l'as formulé, du coup, peut-être directement clarifier Explorer, c'était important pour toi. Ok. Donc c'est important pour moi, et donc c'est une feature. Si tu veux. Ok. Qu'est-ce que je comprends pas là-dedans? Non, c'est pas un terme que j'utiliserais, c'est pour ça. Ok. Mais oui, en tout cas, je pense qu'une vie sans exploration, ça serait une vie très triste, quoi, pour toi. Ok. Enfin, on est d'accord là-dessus? Bah ouais. Ok. En tout cas, c'est ça. Et la question que je me suis posée, c'est en fait, finalement, est-ce que cette exploration... est-ce que c'est pas une fuite en avant, tu vois? Est-ce que comment moi, en tant que personne, je peux me dire là, j'ai un choix à faire entre arrêter justement, si c'est mon exemple, mon CDI ou pour d'autres choses, et me dire ok, en fait ça, là, le choix qui arrive devant moi, c'est un vrai choix authentique, le fait d'arrêter, plutôt que de continuer et j'arrête parce que c'est une fuite en avant. Je voulais revenir là-dessus parce que je pense que c'est important et surtout comprendre aussi, c'est finalement quand tu mets le doigt sur ces features ou sur les choses qui sont importantes pour toi, comment tu peux l'intégrer dans ton business. Je pense que c'est des choses que ça te va comme épisode? Carrément. Ok, trop bien. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est toi, finalement, comment tu as découvert ce qui était important pour toi et les features? Comment ça s'est passé typiquement pour ta première feature ou la première chose qui était importante pour toi? Comment tu l'as décelé? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a été, tu vois, comme moi, où ça a été un peu pénible, entre guillemets, de la découvrir? Est-ce que toi aussi, c'est arrivé comme ça? En fait, je pense pas que tu la découvres vraiment. Je pense que ce qui est important pour toi, ta vie le démontre, en fait. Voilà. Tu peux te mentir, ça peut ne pas t'arranger de te rendre compte de ça. Tu vois, ce soir, je fais une conférence et je recevais un mail d'une participante qui me racontait un peu son histoire. Elle me disait, en fait, je me rends compte que voilà, je passe ma journée sur YouTube à regarder des vidéos d'entrepreneuriat et tout. Et pour autant, j'ai un job dans la finance et c'est très bien payé. Et j'ai fait des études prestigieuses pour arriver à ça. Mais je vois bien qu'en fait, je passe ma vie sur de l'entrepreneuriat, sur tout ça. Et donc, c'est juste que parfois, les évidences, elles t'arrangent pas. En fait, elles t'arrangent pas par rapport à la construction du monde que tu as et par rapport au personnage que tu essaies de construire. Et souvent, ce personnage, il est juste la somme de toutes les influences que tu as reçues et de tous les conditionnements que tu as reçus. Et donc, pour elle vient probablement d'une famille dans laquelle on valorise les études, on valorise une forme de sécurité financière, on valorise une forme de prestige, plein de choses comme ça. Et donc, naturellement, ça ne l'arrange pas. Donc, moi, je pense que, pour reprendre tes mots, ces features, en fait, elles sont là. Tu vois, c'est une évidence. C'est juste que tu ne veux pas les reconnaître. Tu ne veux pas les reconnaître et tu ne veux pas organiser ta vie autour d'elles parce qu'il y a un conflit et un décalage entre ce que tu crois que tu dois être
et ce que tu es naturellement. Voilà. Ok. Et toi, du coup, tu as un exemple là-dessus Ouais, ou pas? ouais, je pense que en premier, j'en ai des plus lointains ou plus récents. Un plus récent, c'est mon intérêt pour la psychologie et pour la spiritualité, pour toutes ces choses-là. Et clairement, en 2021, ça m'arrange pas, en fait, de me rendre compte que toute ma curiosité, toute ma curiosité, tout mon élan naturel est d'apprendre autour de l'humain, de la psychologie, de la spiritualité, de toutes ces choses-là, parce que je suis censé aider les entrepreneurs à gagner plus d'argent. Et je suis 1 million d'euros de profit par an. Donc, j'aimerais bien continuer à être aussi intéressé que je le dis autour du business et tout. La réalité, c'est que c'est pas le cas. Et donc, dans tous ces moments-là, on va essayer de se mentir, on va essayer de se raconter une histoire, on va essayer de fitter à travers ce qui nous arrange, en tout cas ce qui arrange la part de nous animale. Quand je dis la part de nous animale, c'est celle qui recherche confort, sécurité, plaisir, reconnaissance. Voilà. Et en tout cas, dans la vie de mes clients et dans ma propre vie, je peux voir plein de moments comme ça où il y a ce par quoi je me sens naturellement appelé et il y a ce que je crois que je dois être et ce qui rendrait ma vie plus facile. Ou en tout cas, ce que je crois qui rendrait ma vie plus facile. Et ça crée un conflit. Ok, super intéressant. Et donc, du coup, à ce moment-là, toi, en 2021, tu t'écoutes comment? Est-ce que du coup, tu parles de mensonges par rapport à ce que tu voudrais être, en tout cas? Comment ça se passe? Comment ça se matérialise? Et comment tu te dis, OK, j'ai un déclic, là, voilà, concrètement, comment tu t'écoutes, en fait? Alors, au début, je ne m'écoute pas pendant longtemps. Et puis, l'histoire, elle est très simple. C'est un jour, on est en mai 2022. Et j'ai un coaching avec ma coach de l'époque. Et j'arrive et puis je lui dis, voilà. Elle me dit, comment ça va? Je dis, ça me saoule le business, en gros. Elle me dit, ok, pourquoi tu continues? C'est vrai que je ne m'étais jamais posé cette question. Je dis, ouais, c'est vrai, en fait, pourquoi je continue? Je dis, ouais, il n'y a pas vraiment de raison, en fait. Je dis, tu pourrais mettre quelqu'un à ta place, tu pourrais mettre quelqu'un à ta place. Et donc, ça a été ma transition digeste, on va dire, d'essayer de mettre quelqu'un à ma place, ce qui n'a pas marché. Mais c'était probablement les quelques mois dont j'avais besoin pour me faire à l'idée que je pouvais arrêter, quoi. Donc, tu as mis quelqu'un à ta place en tant que CEO du coup, de la boîte. Et à ce moment-là, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'était pas à sa place ou parce que toi... Non, parce qu'il n'était pas à sa place. Mais il me l'a dit 1 mois et demi plus tard. Il m'a dit, écoute Julien, en fait, je crois que j'ai un peu fait ça pour te faire plaisir, mais j'ai pas vraiment eu de ce rôle. Et puis, du coup, j'avais pris 1 mois de vacances, donc j'ai repris le rôle pendant 3-4 mois. Je me suis rendu compte que c'est pas possible. Un peu comme une rupture amoureuse, tu sais, où tu romps, et puis après, tu te remets en couple avec la personne pour te rendre compte que non, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans notre tête où on nous dit, bon, allez, on va réessayer c'est l'attachement. Enfin, pour moi, c'est l'attachement. C'est le deuil qui est pas fait, quoi. Ouais, le deuil qui est pas fait, l'attachement. Et il y a un phénomène aussi qui est rigolo chez les gens qui font un deuil, c'est que tu regardes la plupart des ruptures amoureuses, tu te retrouves pas dans une rupture amoureuse parce que le couple était incroyable. Tu te retrouves dans une rupture amoureuse parce que, au final, ça allait plus. Sauf que la personne, quand tu l'écoutes 1 semaine avant sa rupture amoureuse, c'est putain, j'en peux plus, elle est chiante, elle m'écoute pas, il me comprend pas, elle m'écoute pas. Et tu lui reparles 1 semaine après la rupture, tu dis, en fait, sa gentillesse me manque, ses mots doux me manquent, tu vois. Et donc, tu as une espèce de schizophrénie entre avant la rupture, c'est je vois que le mal de cette personne, que le négatif de cette personne, et après, je vois que le positif. Et en général, tu pourrais te libérer maintenant, mais tu vas aller refaire un cycle avec cette personne pour te rappeler que non, en fait, il n'y a pas que le bien de cette personne dont tu te souviens à ce moment-là. Ok, super intéressant. Et donc, en 2021... j'ai entendu une phrase d'un philosophe qui disait la nostalgie is memoryless pain. La nostalgie, c'est la mémoire, moins la douleur. Et c'est vrai, en fait. Souvent, t'oublies la douleur des mémoires. Tu vois, moi, je fais pas mal de sport et après un trail ou après un marathon, tu vois, t'es en mode putain, j'ai trop envie de faire le prochain. Mais t'as oublié que 4 heures avant, t'étais au 40e kilomètre en train de te dire mais c'est la dernière fois que je fais ça.
Parce que tu as un peu cet effet de après-course, avec la Ouais, dopamine, aussi. tout ça, Ouais. qui te donne Ouais. l'envie de refaire parce que tu as envie de retomber dans cet état, quoi. Ouais. Ouais, ok. Et donc, juste avant, quand tu te dis, ouais, j'ai envie d'arrêter, quand ta coach te le dit, bah, pourquoi tu continues, qu'est-ce que tu as envie de démontrer, en fait, sur quoi tu t'appuies pour te dire, ok, c'est un vrai choix authentique et pas une fuite à ce moment-là? Alors, je peux répondre à la question, mais euh, avant, je pense que ce serait intéressant que tu me définisses ce que tu entends par cette dualité que tu mets entre choix authentique et fuite. Comment tu crées cette dualité dans ta tête Ouais, ok. Euh, et que tu le définisses, tu vois. ouais, ok, ça marche. Je vois, en fait, le fait de... Il y a des choses en nous, des parts d'ombre, qui peuvent être inconfortables pour nous. Mhm. Et donc, la réalité peut nous mettre justement face à ces parts d'ombre et de se dire, en fait, est-ce que le fait de traverser cette part d'ombre via cette expérience fait que, oui, c'est inconfortable, mais c'est comme ça que tu vas pouvoir justement bah, reconnaître cette part d'ombre peut-être, Mhm. ou tu vois, avancer et gagner, entre guillemets, en XP par rapport à ça. C'est quoi XP? En expérience. Ah oui. C'est un terme un peu plus gaming. Euh, et ce côté, ouais, justement, fuite de dire, bah non, en fait, cette part-là, elle me fait trop peur. Je suis dans l'inconfort. Et donc, du coup, je préfère arrêter. Ouais. Tu, tu vois pas encore Si, la je vois, définition? mais je te taquine justement parce que euh, moi, je suis certain que tu peux pas vraiment te tromper. Euh, et quoi que tu fasses, il y aura quelqu'un pour l'évaluer comme quelque chose de sain et quelqu'un pour l'évaluer comme quelque chose de non sain. Hmm. Tu vois. Euh, Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Oui, bah, je peux te prendre l'exemple, je vais rester sur le domaine du sport. Prends quelqu'un qui est... tu prends quelqu'un qui fait un 180 km. Ouais. En fait, tu peux le voir comme c'est du dépassement de soi et c'est énormément de courage. Tu peux le voir comme en fait, la personne n'a jamais résolu sa blessure de reconnaissance. Et elle a besoin de se faire toujours plus mal pour essayer de trouver quelque chose qu'elle ne peut que trouver qu'en s'arrêtant. Et c'est une fuite en avant. Hmm. Mais en fait, Hmm. laquelle des versions est la bonne? Ouais, il n'y en a aucune, en fait. Bah, il n'y en a aucune. Ok. Tu vois. Et donc, est-ce que c'est un choix authentique ou est-ce que c'est une fuite? Bah, en fait, ça dépend qui l'évalue. Hmm. Et ça dépend du système de valeurs qui évalue ça. Hmm. C'est-à-dire que pour la personne qui a le système de valeurs sport de haut niveau, va se dire waouh, quel acte de courage et de dépassement de soi et de transcendance de soi et de son ego. Hmm. Quelqu'un qui a la valeur euh, longévité, prendre soin de soi, spiritualité, peut-être à travers la méditation, une conscience de ses mécanismes, va te dire quel acte d'inconscience. Hmm. Tu vois. Et les deux sont vrais à travers les deux systèmes de valeurs. Hmm. Et tu vas me dire, ok, mais si on enlève ces systèmes de valeurs, bah en fait, si on enlève ces systèmes de valeurs, il n'y a aucun jugement. Les jugements n'existent que dans le système de valeurs. Hmm. Et donc, si je prends suffisamment de hauteur, il n'y a ni courage et dépassement de soi et acte héroïque, ni blessure, fuite, ce que tu veux. Ok. Il y a juste ce qui est. Ok. Donc, voilà. Ok. En fait, je me rends compte qu'on est encore sur le sujet au final. Oui, exactement. Et je me dis pourquoi je bute encore dedans, dessus en tout cas. Mais ok, c'est intéressant. Mais parce qu'il y a une forme de... Tu vois, en fait, le raisonnement que tu as, il vient de... Et je l'ai à plein d'endroits, hein, mais il te montre... en fait, le raisonnement que tu as, il ne demande pas une question. Enfin, il ne demande pas une réponse à cette question de est-ce que c'est un choix authentique ou quoi. Il demande plutôt une prise de conscience de qui sont les deux voies d'autorité que j'ai injectées dans ma vie pour créer cette dualité.
Parce que si tu prends conscience de ces deux voies et tu les dissous, il n'y a plus que Johan qui vit sa vie, en fait. Ouais. Mais là, il n'y a pas Johan qui vit sa vie au moment où tu poses la question. Il y a Johan qui essaie de bien vivre sa vie, avec l'idée qu'il pourrait mal la vivre, en étant un peu confus, parce qu'il a entendu Julien Musi qui dit qu'il faut être authentique, par exemple, et David Goggins qui dit qu'il faut se dépasser, par exemple. Et il est un peu confus dans ces deux avis-là. Alors que l'idée, c'est que c'est deux voies extérieures, et tu peux retrouver ta clarté non pas en essayant de faire communiquer Julien Musi et David Goggins, mais plutôt en dissolvant les voix de David Goggins et de Julien Musi pour revenir à Johan qui vit juste sa vie. Ok, intéressant. Je me suis fait coacher hier sur ce sujet et j'ai trouvé super intéressant comment elle a vu la chose, la personne. Donc c'est plus spirituel, mais je trouve ça intéressant d'avoir cette vision aussi. C'est de se dire, en fait, ton âme, elle a tout expérimenté. Donc quand tu as ça, en fait, tu as moins cette notion de FOMO que tu peux avoir quand tu veux tester quelque chose. Putain, non, en fait, c'était pas ça. Qu'est-ce que je dois faire autre chose après? C'est un peu ce que j'ai, tu vois, avec cette FOMO. Et quand elle m'a sorti cette phrase, elle me dit, mais en fait, t'as déjà tout expérimenté dans d'autres vies. Qu'est-ce que toi, réellement, tu veux? Et je sais pas pourquoi, il y a eu un gros shift dans ma tête. Et elle a rajouté après en mode, en fait, t'as une option A, une option B. L'option A, tu peux te visualiser dans 6 mois et dire est-ce que t'as l'impression de t'expandre ou au contraire, t'as l'impression de te recroqueviller sur toi-même. Et l'option B, la même chose. Et voilà, je voulais juste partager et avoir ton avis par rapport à ce point de vue de comment justement résoudre ce... Alors, je suis d'accord dans l'idée, même si, encore une fois, tes biais peuvent t'amener à croire que ça va t'expandre alors que c'est pas le cas. Parce que tu projettes l'image que tu as de l'option A et l'image que tu as de l'option B qui sont pas l'expérience de l'option A et l'expérience de l'option B. Maintenant, j'aime bien ce que dit Spinoza à ce sujet, sur lequel il explique que il y a une force à l'intérieur de l'humain qu'il appelle le conatus, qui est une forme qui tend à pousser chaque humain à ce qu'il grandisse dans sa puissance. Sa puissance, c'est pas une espèce de domination ou quoi, c'est plutôt une puissance du type une augmentation de ses capacités, de sa vitalité, de à quel point il est vivant, si on veut s'amuser avec ça. Et en fait, il explique que quoi que tu fasses, tu as un feedback qui va être est-ce que je tends vers plus de joie ou est-ce que je tends vers plus de tristesse? La tristesse, c'est ce qui se passe pour Spinoza, c'est ce qui se passe quand je m'éloigne de ma nature. La joie, c'est ce qui se passe quand je me rapproche de ma nature. Et quand justement j'augmente ma puissance et je m'expande dans mes capacités en lien avec ce que je suis. J'aime bien cette idée. Elle est cool, elle est très en accord avec ce que dit John de Martini, qui est un de mes mentors, sur l'idée que naturellement, quand tu suis tes valeurs les plus hautes, tu es inspiré, tu es présent, tu es enthousiaste, alors qu'à l'inverse, quand tu ne suis pas tes valeurs hautes et que tu réponds à des valeurs injectées de l'extérieur, tu vas tendre à avoir peu d'énergie, à avoir besoin de motivation de l'extérieur et avoir peu de choses qui te drivent depuis l'intérieur. Ok. J'ai envie d'aller à l'étape un peu supérieure, du coup. C'est quand tu t'es rendu compte que du coup tu étais vraiment orienté psychologie, spiritualité, et que tu en avais marre de faire gagner de l'argent à des clients. Ou en tout cas, t'en avais marre, quoi. En tout cas, ça te nourrissait plus. Voilà, c'est ça. Comment tu as intégré justement cette nouvelle valeur ou ce qui était important à ce moment-là? Comment tu l'as intégré concrètement dans ton business? Alors, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, c'est pas comme si... tu sais, souvent, on veut essayer de comprendre les shifts des autres d'une manière un peu duel. Avant, il était comme ça, maintenant, il est comme ça. La réalité, c'est que c'est jamais vraiment comme ça. En fait, c'est juste que je me suis autorisé à assumer ce que je faisais naturellement, puisque si je regarde entre 2020 et 2022, même si j'avais une entreprise de coaching business, la réalité, c'est que je ne parlais moi-même plus de business. C'est-à-dire que j'enseignais uniquement sur les valeurs, sur les perceptions, sur les croyances, et j'avais recruté des gens qui, eux, parlaient business à ma place. Donc, ça s'est fait naturellement.
Enfin, ça s'est fait progressivement. Ou peut-être en 2018, j'ai eu une année où j'ai parlé beaucoup business. Après 2019, je parlais pas mal business. J'ai commencé à parler un peu plus de psychologie, mindset, spiritualité, toutes ces choses-là. 2020, j'ai commencé à ne parler presque que de spiritualité, mindset. Tu vas voir même mes vidéos sur YouTube, au final, c'est comme ce que je suis aujourd'hui. C'est juste qu'il y a un décalage entre en fait, ce que je fais et l'image que je porte à ce moment-là. Ok. Où l'image, c'est un business coach qui t'aide à gagner plus d'argent. Okay. Alors que la réalité, c'est que je fais déjà ce que je suis, okay. tu vois. Okay. Et donc, c'est juste qu'après 2000... Et ça crée une dissonance parce qu'il y avait toujours une forme de tension en moi, dans le séminaire, dans tout ça, de me dire... D'essayer comme de mixer, de satisfaire un peu tout le monde et de me dire, OK, en fait, il faut quand même que je leur parle business puisqu'ils sont venus pour ça. En fait, j'y arrivais pas vraiment. Et au final, les gens étaient contents de m'entendre parler de valeurs, de psychologie, de tout ça. Okay. Et j'ai toujours eu des clients qui avaient cette sensibilité-là, d'ailleurs. Je pense qu'ils le sentaient dans mes webinaires, dans tout ça. Mais c'est juste que, du coup, en assumant en 2023, à partir de 2023, que, en fait, je fais plus de coaching business dans lequel je t'aide je te dis quoi faire, entre guillemets, et je vais te donner les stratégies et tout. On peut parler entrepreneuriat, et c'est ça que mes clients aiment bien, c'est que ils viennent... pour beaucoup d'entre eux, de leur perception, je suis le seul qui puisse avoir cette combinaison entre cette profondeur dans la psychologie, dans la spiritualité, dans tout ça, mais aussi, s'ils me parlent d'un licenciement, de prud'homme, de machin, je comprends en fait. Je comprends et je suis aussi capable de descendre à des niveaux stratégiques s'il y a besoin à certains moments et de voir où est-ce qu'ils sont peut-être à côté de la plaque ou au contraire, où est-ce que les choses peuvent avoir du sens stratégiquement. Mais du coup, effectivement, en 2023, je me suis autorisé à effectivement de ne plus communiquer autour du fait que je peux t'aider sur les stratégies business, quoi. Ok. Ouais. Donc concrètement, ouais, c'est ça. C'est un shift d'un point de vue communication. Communication, promesse, du coup. Parce que la majorité de notre chiffre d'affaires en 2021-2022 était autour de un programme qui s'appelait Limitless Scaling et dont dont la promesse était passer de 6 à 7 chiffres en travaillant 20 heures par semaine en un an, quoi. Ok. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Donc, ouais, communication, promesse. Et toi, tu t'es autorisé à en parler davantage, du coup, à spiritualiser. Ok, super intéressant. Et tu as vu, donc directement, tu t'es senti vivant. Comment ça s'est passé à l'intérieur en termes d'émotion, en termes de chimie corporelle Encore une fois, c'est moins binaire que ça. Mais en tout cas, effectivement, j'ai retrouvé de l'énergie pour travailler toute la journée, tu vois, alors qu'avant, je luttais pour finir mes 2-3 heures de travail. Et surtout, je me suis senti à ma place sans me poser de questions. Tu vois, c'est vraiment un truc important, c'est que avant, j'avais toujours plein de questions. Et je voyais tout à l'heure, là, je marchais dans Paris et je me sentais bien, calme dans ma tête et vraiment à ma place sans avoir besoin de prouver quelque chose ou quoi. Et en fait, il y a une urgence qui s'arrête quand tu es à ta place, je trouve. Il y a une forme d'urgence de vouloir être dans le futur qui s'arrête quand tu es à ta place. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais. Comme si, voilà, en fait, je suis à ma place. Et en fait, parfois, je l'assume pas encore complètement, mais on a tous une hiérarchie de valeurs. Et notre valeur la plus haute, c'est ce autour de quoi évolue notre identité. Ce que j'aime le plus, c'est enseigner autour de la psychologie. Et donc, aujourd'hui, tu vois, quand je me vois comme un enseignant, et j'ai la chance de passer la majorité de mon temps à faire ça, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'étais peut-être la majorité du temps chef d'entreprise et 20% du temps enseignant. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être 80% du temps enseignant, formateur, coach et 20% chef d'entreprise. Et c'est quelque chose qui me convient beaucoup plus. Voilà. Ok. Ouais. Mais on en revient à quelque chose de très simple et très, très basique qui demande pas beaucoup
de mental et de compréhension intellectuelle qui est, je crois que juste tu te sens à ta place au moment où la majorité de ton temps est consacré à ta valeur la plus haute. Ok. C'est extrêmement simple. Ouais. Cette valeur, comment elle se crée? Euh, D'ailleurs, attends, juste, et après je reprends. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu es dans ta valeur la plus haute, naturellement, le sang, le glucose et l'oxygène montent au niveau de ton cortex préfrontal. Et donc, tu es présent. Tu es présent, tu es ici et maintenant. Alors que au moment où tu fais des choses qui sont basses dans tes valeurs, le sang, le glucose et l'oxygène descendent au niveau de l'amygdale. Et au niveau de l'amygdale, tu vas être à l'extérieur. Toute ton énergie est concentrée à l'extérieur. Et donc, naturellement, c'est l'endroit où tu vas te comparer, où tu vas regarder qui est au-dessus, qui est en dessous. Et du coup, naturellement, il y a quelque chose qui te manque, puisque tu es constamment en train de te comparer. Et pour revenir sur ta question, d'où est-ce que ça vient c'est une vraie question. Je peux donner deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est il vient de de nos vides les plus grands. C'est-à-dire que tout ce qu'on a perçu comme le plus manquant devient le plus important pour nous. Ok. Quel exemple je peux te donner si je peux te donner tout simplement mon exemple, qui est le plus... La chose qui m'a perçu que j'ai perçu le plus manquant, c'est comprendre pourquoi est-ce que je faisais ce que je faisais, essayer de trouver un ordre dans mes comportements et trouver l'ordre caché derrière mes comportements et la résolution aux comportements que j'aimais pas en moi. Je pense à travers les addictions. Ma mère a eu des addictions, j'ai eu des addictions. Pendant 6 ans, j'ai essayé de m'en libérer sans y arriver. Et pendant toutes ces années, ma question, c'était pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et comment est-ce que je me libère de ça? Et donc, naturellement, cette question qui a été la plus grande, ce vide qui a été le plus grand, devient la quête de ma vie. Voilà, et bon, c'est un sujet, je pense, suffisamment vaste pour que ça me prenne une vie. Okay. Mais si tu as faim, si tu n'as pas mangé depuis 3 jours, en fait, ton plus grand vide, c'est de manger. Ouais. Tu vois, et ta valeur la plus haute à ce moment-là, pendant l'espace où tu n'as pas mangé, c'est de manger. Okay. Tu vois, et donc, tout ce qui est le plus manquant, c'est une hiérarchie de choses manquantes, devient ce qui est le plus important pour toi. Ok. Est-ce que tu fais un parallèle avec la pyramide de Maslow ou pas? Probablement. C'est-à-dire que oui, on peut sûrement dire ça. Maintenant, juste peut-être la différence avec la pyramide de Maslow, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois que, si je dis pas de bêtises, elle n'a pas été construite comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans notre monde moderne, elle est comprise comme une pyramide linéaire qui se franchit step by step. Or, si tu regardes réellement les travaux de Maslow, il ne la définit pas comme ça. Il la définit plutôt comme un ensemble de besoins dynamiques qui vont se réajuster à différents moments. Ok, avec peut-être, j'allais dire peut-être une prédominante en fonction de ton évolution dans la vie, mais ce n'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que qui que tu sois, il y a des moments de ta journée où tu souhaites la sécurité, il y a des moments de la journée où tu souhaites de l'estime, il y a des moments de la journée où tu souhaites l'actualisation de toi, où tu souhaites la transcendance de soi. Mais c'est pas je franchis un besoin et maintenant à 32 ans j'en suis là. Tu vois, c'est quelque chose de plus dynamique que ce qu'elle est décrite. Okay. Comment je dissous du coup mes deux parts qui sont au-dessus de moi entre Julien Musi Non, je sais pas, j'ai dit ça non, comme mais ça. Je plaisante. Ben, on peut regarder ça si tu veux. Déjà, si on regarde, ça fait sens déjà quand je te dis que finalement, c'est pas vraiment tes voix, cette pression de devoir soit vivre une vie authentique, soit traverser tes ombres, mais que c'est des voix de l'extérieur. Ouais, ça me parle. Ok. Et du coup, selon qui ou selon quoi est-ce que tu devrais traverser tes ombres? Bah, un certain Jung, par exemple. Ok. Et de l'autre côté, selon qui ou selon quoi tu devrais vivre une vie authentique?
Euh, Être moi-même. Ok, selon qui? Ce qui est rigolo, c'est que tu peux pas être autre chose, mais du coup, du coup, c'est que ça vient forcément d'une injonction. Ah ouais? Oui, parce que tu peux pas être autre chose. Je sais pas, pour moi, c'est ma vérité, tu vois. Oui, mais selon qui tu devrais vivre ça? Selon moi? Tu penses que c'est impossible selon moi? Alors, selon toi, oui, mais mon hypothèse, pour que tu aies cette voie et que ça soit une forme de tension et que tu aies peur de te tromper dans ce chemin, alors qu'à un niveau, tu vois que c'est absurde, tu peux pas être autre chose que toi-même. Ouais. Mais pour qu'il y ait tout de même cette tension, probablement que tu t'es subordonné à une autorité à un moment donné qui t'a dit que c'était important que tu sois toi-même. Hmm. Et du coup, au moment où tu te subordonnes à une autorité par rapport à ça, ce n'est plus toi-même que tu essaies d'être, c'est le concept d'être toi-même que tu essaies d'être. C'est complètement différent. Ouais. Et le concept d'être toi-même, c'est un ensemble de règles, de valeurs, de principes que tu as probablement absorbé de cette personne. Ouais. Et donc, selon qui tu dois être toi-même. Et c'est forcément une autorité, ça peut pas être genre une fréquence. Ouais, il y a forcément aussi l'autorité derrière, mais Ça peut être ta mère, ça peut être des mentors, ça peut être, ouais. des livres, ça peut être des héros de films. Et ça a vraiment une importance, c'est pas forcément que pour l'exemple, ça va être important, mais Ouais. est-ce que c'est vraiment important de mettre un nom sur cette autorité ou pas? Ça aide. Parce Ça aide, que ok. ça me permet derrière de la dissoudre du piédestal. Ah ouais. De la descendre du piédestal et de me rendre compte qu'en fait, elle a beau dire ça, il y a plein de moments où elle fait pas ce que je crois qu'elle dit. Hmm. Ok. Et pourquoi c'est si difficile de trouver du coup? Parce que Parce j'ai qu'il y en a l'impression que c'est probablement intégré, plein. quoi. Ouais, c'est ça le truc. Ok. Parce qu'il y en a probablement plein. Mais ok. Laissons ça de côté et amusons-nous déjà avec Jung. Euh, déjà, si on le définit, derrière le concept il faut dépasser ses ombres, c'est quoi l'action associée au fait de dépasser ses ombres? Me dépasser. Enfin, tu vois, de ce que tu me décrivais en tout cas. Ouais. Euh, Et c'est forcément une action bien précise du coup. Bah, Parce que tu vois, j'ai envie de dire le test, l'expérimentation. ok. Ok. Parce que tu vois, ça peut être ça aussi, tu vois, l'exploration, c'est le fait justement d'aller voir où est-ce que, où est-ce que je peux avoir des parts d'ombre. Le fait de tester plein de trucs, ça me permet de me confronter à plein de choses. Et Ouais. donc derrière, savoir est-ce qu'il y a une part d'ombre ou pas, tu vois. Mhm. C'est quoi une part d'ombre déjà? C'est quelque chose qui peut me faire peur, tu vois, typiquement l'introversion. Ça Ouais. peut être quelque chose, ça peut être justement une part d'ombre que je peux avoir, tu vois, de pas me sentir en sécurité, de me sentir, tu vois, un peu ouais, dans cette notion de peur Quand il y a des gens. quand il y a des gens. Ok. Et donc, selon cette doctrine qu'il faudrait dépasser ses parts d'ombre, Ouais. tu te dis du coup que tu devrais aller à la rencontre des gens pour dépasser ça, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, en gros, ce que j'entends, tu me dis si je comprends bien, mais ce que j'entends, c'est que pour toi, dépasser ses ombres, c'est euh, faire des actions qui sont inconfortables. Ouais, exactement. Et dans le développement personnel, on en parle quand même de ça. Ok, donc faire des actions. Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils ont raison. C'est pas. On entend beaucoup ça. Et tu vois, on parle beaucoup aussi, ouais, confronter et d'avoir, tu vois, toujours un petit peu Ouais. pour ensuite dissoudre. On parle souvent de ça quand même. Enfin, je sais pas qui tu mets derrière on, mais. Du David Laroche. Ok, donc c'est une autre toi, autorité. l'inconfort, tu vois. C'est une autre autorité. L'inconfort, il parle beaucoup d'inconfort, de dire bah. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent la peur, c'est une boussole vers quelque chose qui est important pour soi. Oui, mais t'en as d'autres qui disent que la peur est un signal qui te dit que tu vas dans quelque chose qui n'est pas pour toi. C'est vrai. Les deux existent. Les deux De toute existent. façon, c'est pour ça que tu peux découvrir une forme. La vérité se trouve toujours à la synthèse et la synchronicité des opposés. Pour toute idée qui défend une opinion, une autre idée défendra l'autre opinion. Hmm. Et tu peux la trouver, et tu la trouveras à 50-50 présente dans le monde. Ok. Donc,
c'est juste peut-être qu'à un moment donné, tu es exposé à quelque chose qui est... à un monde qui est biaisé, parce que ton algorithme tourne toujours sur les mêmes idées, tu vois. Ouais. Et du coup, tu crois que c'est la bonne idée, Ouais. alors qu'en fait, tu peux trouver autant d'arguments derrière le fait que c'est la mauvaise idée. Ouais. Ce qui a un bénéfice et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que du coup, ça veut dire qu'à l'extérieur, j'ai rien qui peut me ramener à la bonne idée. Mm. Mais du coup, si je dissous toutes les bonnes et mauvaises idées, il reste plus que la voix de mon cœur. Ouais. Et j'aime ce que dit John de Martini à ce sujet, qui est tu maîtrises ta vie le jour où toutes les idées et les opinions, le jour où la voix de ton âme est plus forte et plus puissante que toutes les idées et les opinions à l'extérieur. Mm. Et donc, si je reviens là-dessus et je reste sur ça, tu peux me donner un moment où tu es fier de toi d'avoir dépassé l'inconfort. Ouais. La dernière fois que j'ai fait ça, quand j'ai donné une conférence il y a un mois, 3 semaines, pour moi c'était inconfortable. Ouais. Et j'ai vraiment adoré justement le confort que j'ai eu pendant la conférence. Ok. Parce que au début, j'ai cette peur de dire c'est inconfortable d'être présent. Et plus ça a avancé dans la conférence, ça a duré 15 minutes, donc c'était pas une énorme conférence, mais au bout de, je sais pas, 2, 3, 4 minutes, j'étais dans le flow, tu vois. Et ça commençait à être intéressant et j'ai commencé à vraiment apprécier le moment. Yes. Et le après, je me suis dit, waouh, il y a un an, j'ai donné une conférence. J'ai pas apprécié le moment. J'avais une énergie de fou après la conférence. En mode, tu vois, comme si j'avais franchi une montagne et cette fierté. Ouais. Et genre, je m'en souviens encore, tu vois, de ce moment où, waouh, l'énergie que j'avais. Et là, je me suis dit, ok, mon challenge, c'est de prendre du plaisir pendant la conférence et pas que après la conférence. Et d'ailleurs, ouais, j'étais content. Mais j'ai quand même eu cette peur et ce côté inconfortable que j'ai eu quand je suis arrivé sur scène, tu vois. Yes. Ok. Je me demande en fait à quel point je creuse ça ou pas. Creusons ça. Creusons ça. Juste, c'est quoi ce que ta vie démontre qui est le plus important pour toi, ce à quoi tu passes le plus de temps, d'énergie, d'argent? Formation, Sur quoi? chant, Ouais. psychologie, Ouais. de la musique. Ok. Quoi d'autre comme formation? Business. Ouais. Voilà. Ok. Je sais pas, j'ai dû mettre, pour donner des chiffres, je pense, 10 000 euros, tu vois, dans des formations en tout. Ok. 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 C'est quoi ce dont tu es le plus fier dans cette conférence? Du coup, c'est le fait d'avoir fait une action inconfortable? Bah ouais, il y a ça. Ok. Il y a ça. C'est quoi l'action inconfortable que tu fais? C'est le fait de planifier la conférence? C'est le fait... Non, de m'exposer devant les autres. Donc, c'est pas le fait de la planifier, c'est le fait d'arriver le jour J. Ouais. C'est le moment où tu montes sur scène, c'est le moment où tu décides de partir de chez toi. C'est quoi dont tu es le plus fier? De commencer la conférence, les premiers mots, tu vois. Les premiers mots. Ouais. Ok. Ok. C'est quoi l'inconvénient pour toi à ce moment-là de commencer ces premiers mots et de faire cette conférence? Hmm. Pas me former, tu vois, je pourrais être à la maison en train de me former, Ouais. justement. Et en même temps, ça me forme en même temps de le faire. Ouais, mais ça répond pas à ma question. Ouais, ok. Entre ce moment et aujourd'hui, c'est quoi les différents inconvénients que tu as expérimentés dû au fait de faire cette conférence? Hmm.
Bah, si, j'ai eu un moment j'ai accompli quelque chose, donc je peux m'autoriser peut-être justement à me relâcher peut-être, tu vois. Ok. Donc tu t'es relâché entre la. Entre la conférence et aujourd'hui. Ok. Ouais, en mode j'ai accompli quelque chose, tu vois. Ok. Du coup, il y a des moments où tu t'en es voulu entre la conférence et aujourd'hui de te relâcher. Ouais. C'est quoi, quels ont été les inconvénients financièrement de faire cette conférence? Bah, déjà, j'ai pas gagné d'argent. Ok. Tu as investi combien de temps et d'énergie pour faire cette conférence sans gagner d'argent? Je me suis préparé pendant 2 semaines. Ouais. J'ai dû passer 15 heures peut-être à la préparer, tu vois. Ok. Peut-être un peu moins, peut-être, mais. Mais le temps, l'espace Ouais, mental. ouais, et puis l'obsession aussi, tu vois, de dire, bah, ce jour-là, clairement, j'ai rien fait. J'ai fait du puzzle pour poser mon cerveau, Yes. Ok. tu vois. Ok. Ces 15 jours, tu estimes que c'est combien de manque à gagner? Bah, c'est énorme. Ok. Plus le relâchement derrière. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça représente? Ouais, par exemple. Bah, ça représente beaucoup, quoi. Ouais, ok. Ça a été quoi le coût pour toi professionnellement de faire cette conférence? Du coup, de te mettre 15 jours comme ça, avant, plus le relâchement après. Qu'est-ce que ça t'a coûté dans le développement de ta carrière professionnelle? Ben, pas découvrir justement des besoins que pourraient avoir mes prochains clients Ok. et me concentrer sur moi, entre guillemets, quoi. Ouais. Et c'est quoi l'inconvénient pour ta carrière professionnelle d'avoir fait ça? Couper des liens, Hmm. Quel lien t'as coupé du coup, à cause de ça? bah, des moments avec des amis, mes colocs, d'échanges avec d'autres personnes, quoi. Ouais. Physiquement, ça a été quoi l'inconvénient pour toi de faire cette conférence? Je suis resté chez moi. Ok. Ouais. J'imagine que le soir où t'as fait la conférence, c'était un soir? J'ai fait quoi, t'as dit? C'était un soir? C'était un soir, ouais. Ok, tu t'es couché à quelle heure? Pas tard, 23h30, Ok. un truc comme ça. Ok. Le lendemain, t'étais dans quel état? Un peu shooté. Ok. Du coup, Euh, t'as produit des choses le lendemain? J'essaie de me rappeler quand même, mais non, c'était plus en mode échange, en mode ouais, c'était cool. Ok. Ah si, parce que je préparais un atelier après. Si, parce que j'avais un atelier et la conférence c'était un moyen justement d'avoir des personnes pour l'atelier. Et donc du coup il y avait la relance à faire par mail Ok. pour envoyer l'atelier avec d'autres valeurs dans le mail. Donc si, j'ai quand même fait, tu vois, j'ai envoyé Ok. une petite séquence d'emailing. Ouais. La conférence, à quel point elle était optimisée pour vendre l'atelier sur une échelle de 1 à 10? Euh, 6. 6. 6 sur 10. Ok. Parce que j'ai eu une personne. Ok. Et il y avait, une trentaine de personnes à la conférence. Yes. Ok, donc tu as fait l'atelier du coup pour une personne? Non, pour 3 personnes. Ok. Mais là, pendant la conférence, il y a une Ah personne ouais, qui est ok, venue ok. via la conférence. Ok. Ok. Juste par curiosité, si on imagine que il y a 5 minutes, tu étais fier à 10 sur 10 de cette conférence, tu disais. C'était nul. Je Non, sens. 10 sur 10, c'est genre, j'étais vraiment fier, c'était bien. Ouais. Là, tu vois peut-être une picture un peu plus globale. Bah, en fait, je suis neutre. T'es neutre. Ok. Ouais. Ok. Du coup, c'était bien de dépasser tes. Bah, je suis content, ouais, je suis content de l'avoir fait, tu vois. Ok. Ok. Genre, c'était important pour moi de faire la conférence et Yes. j'aime bien ça, quoi. Ok. Donc, t'aimes bien ça. Euh, Si on revient sur l'idée juste du coup de dépasser tes peurs à ce moment-là, Ouais. euh, c'est quoi les inconvénients de dépasser tes peurs? Bah, c'est aller chercher une autre peur, du coup. Comment ça? Bah, je me dis, bon, bah, du coup, j'ai passé cette peur. C'est Ouais. quoi la next step, la prochaine peur que je dois aller dépasser, tu vois? Hmm. Ok. Euh, Si on revient sur la peur psychologiquement, la peur, elle est juste la perception que dans le futur, je vais expérimenter plus d'inconvénients que de bénéfices. Hmm. Euh, et le moment, ce que tu me décris, c'est l'autre côté de la peur qui est l'excitation. Hmm. C'est le moment où en fait, je ne vois plus que les bénéfices de hmm. ce que je suis en train de vivre.
Mais je continue à osciller. Parce que, du coup, au moment où je vois que les bénéfices, je suis excité. Je vois plus le prix à payer de ce que je suis en train de faire. Et je me retrouve peut-être 2 semaines, un mois plus tard, me dire merde, qu'est-ce que j'ai foutu Ouais. pendant ce mois-ci. Ouais. Tu vois. Tout comme un sportif, je peux le voir dans un trail, par exemple, où tu vas peut-être avoir un peu de peur avant. Mm. Au moment où tu vois que tu vas y arriver, ou que tu vas, tu vois, tu peux avoir, j'en sais rien, à 80% de la course, la sensation, ouais, en fait c'était trop bien, tu as une euphorie, Mm. mais derrière l'euphorie vient toujours la dépression. Mm. Et donc, je me retrouve avec l'euphorie, mais en fait, dans l'euphorie, je prends des décisions qui sont pas stratégiques par rapport à ma vision long terme. Mm. Et donc, Cette vision long terme, du coup, ouais, c'est ça. ouais. Donc c'est important de mettre une vision long terme. euh, Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Tout le monde dit oui. Ce que j'en pense. Bah, ce que j'en pense, c'est que en effet, tu vois, j'ai l'image de la montagne avec le drapeau qui est planté au niveau de au-dessus au sommet et d'apprécier le chemin, tu vois, Ouais. plus que d'aller avoir l'objectif. Mais le fait d'avoir une vision, c'est dire, bon, ok, j'ai une vision, j'ai une direction. L'objectif, entre guillemets, je m'en fiche, Mm. mais ça me donne une direction. Et donc, du coup, comment je peux apprécier le chemin? Tu vois, c'est comme ça, moi, je vois le truc. Mhm. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai envie de construire, tu vois. Mhm. Euh, et donc, comment je vois le truc, je me dis, bah oui, du coup, c'est important d'avoir cette vision qui te donne cette direction, entre guillemets, ce choix que tu fais par rapport à ce qui est important pour toi. Yes. On y reviendra, on pourra y revenir juste après sur la vision. Je veux juste pas qu'on s'écarte de notre premier sujet sur Jung, là, Ouais. sur le fait de dépasser l'inconfort. Si on pousse le sujet, c'est quoi les inconvénients de vivre une vie dans laquelle j'ai associé que aller vers l'inconfort était bien? Bah, t'as très peu de plaisir, entre guillemets, parce que du coup, tu es souvent en peur, quoi. Ok? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient? Du coup, tu te focuses vraiment sur toi, tes émotions, et tu crées très peu de liens. Hmm. Parce que du coup, bah, tu vas pas voir chez les autres. Parce que Yes. les peurs, ok, mais du coup, t'es tourné sur toi, quoi. Ok, quoi d'autre? Euh, Parce que finalement, si tu deviens tellement addict à la peur et aux émotions fortes, ça peut aussi t'amener à avoir de plus en plus de difficultés à discerner qu'est-ce qui est juste pour toi. hmm. Mais ce qui est juste pour moi, Ouais. est-ce que c'est pas derrière cette peur, justement, tu vois? J'en sais rien, mais est-ce que, Ouais. est-ce qu'en tout cas, quelqu'un qui est addict à la peur, Ouais. ça peut l'amener dans des situations où, en fait, à certains moments, la peur est en train de le protéger et il est plus capable de discerner ça. Hmm. Comme un adolescent, Ouais. tu vois, qui finalement va sauter des rochers à 20 mètres, puis un jour, il y en a un qui s'éclate le crâne. Ouais. Putain, j'ai l'impression de pas avancer, hein, par rapport à la dernière fois. Yes, en tout cas, tout ça pour dire que euh, c'est intéressant parce que pour moi, c'est une différence qui est fondamentale, qui est essentielle. C'est est-ce que faire des choses qui sont inconfortables est un moyen ou un but? Pour moi, si c'est un but, bah en fait, c'est juste une injonction du développement personnel. Ok. Et paradoxalement, ça va t'amener à t'écarter de plus en plus de ce qui compte vraiment pour toi. Hmm. Euh, Est-ce que ça peut être un moyen? Oui, mais encore une fois, pas comme une injonction. Dans le sens où, est-ce que pour aller vers ce qui compte pour moi, il y a des moments où j'aurais peur? Peut-être. Mais est-ce que pour autant, si j'ai pas peur, ça veut dire que je suis pas en train de grandir? Je pense qu'à partir du moment où je commence à croire ça, sans même m'en rendre compte, je me suis créé une vie qui allait être faite de souffrance, puisque j'ai une forme d'addiction à la souffrance. Hmm. Ok. Ok. Pour moi, il y a une différence entre, d'un coup, pendant longtemps, et souvent, tu vois, pendant longtemps,
quelqu'un a cru que la peur c'était mal, du coup il a fait plein de choses pour vivre en sécurité et tout ça. Et du coup il part dans un autre extrême, qui est se dire en fait la peur c'est bien, parce que ça montre que quand j'ai peur j'avance, tout ça. Euh, mais encore une fois, c'est pas forcément ce qui est, tu vois. Les deux ont quelque chose à t'apporter. Et il y a une forme, j'imagine, d'équilibre à garder entre des moments où peut-être tu fais des choses qui sont inconfortables et des moments où tu fais pas des choses qui sont inconfortables. Et peut-être que tu vas avoir une période de vie dans laquelle t'as pas de choses qui sont inconfortables et c'est parfait comme ça, tu vois. Mais je vois tellement de gens qui finissent par se juger parce qu'en fait, leur vie... parce qu'ils vivent pas des trucs terribles. Voilà, que je crois que il y a une forme de message incomplet, en tout cas, qui est entendu par les gens. Ok. Ça me parle. Ce que tu viens de dire là avec le... Et la peur, pour moi, elle a plusieurs buts. Le premier, c'est de te montrer que tu poursuis un fantasme, éventuellement. Ok. C'est-à-dire que, au plus est-ce que je crois que quelque chose que je poursuis est extraordinaire, au plus je vais avoir peur de ne pas l'atteindre. Je me souviens quand je faisais de la quand j'ai appris la séduction dans la rue. J'ai fait ça. Ouais. Ok. Il va falloir que tu m'expliques un peu plus. En fait, j'étais hyper timide. J'étais très mal à l'aise avec les filles de base. Donc, j'avais eu peu d'expérience, du coup, avec des femmes. Donc, du coup, je m'en faisais un truc extraordinaire. Je croyais qu'être en couple ou que séduire, c'était extraordinaire et que ça avait que des avantages. Je ne voyais pas tous les inconvénients. Donc, forcément, je mettais énormément d'enjeux sur le fait que ça marche. Mais au plus est-ce que je mets d'enjeux sur le fait que ça marche, au plus est-ce que je me dis, putain, si ça marche, ça va être extraordinaire, au plus j'ai peur que ça marche pas. Et donc, la première vocation de la peur, c'est de te montrer que tu as une perception incomplète à propos de l'objectif que tu poursuis. Et donc, il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'aller voir c'est quoi les bénéfices si ça marche pas. C'est quoi les bénéfices de pas obtenir le résultat? Et si je suis à l'aise avec les bénéfices de pas obtenir, si je suis à l'aise avec effectivement les bénéfices de pas obtenir le résultat, d'un coup, j'ai beaucoup moins peur. Okay, ouais. Et mon meilleur ami accompagne beaucoup de sportifs de haut niveau. Et une des premières choses qu'il leur fait faire, c'est aller voir c'est quoi tous les inconvénients que tu ne sois pas champion olympique. Et en fait, la plupart du temps, la pression diminue énormément chez tous ces gens-là. Parce que naturellement, quand je vois si je suis champion olympique, c'est génial. Et si je ne suis pas champion olympique, c'est génial aussi. Tout comme un entrepreneur qui est... en fait, si je fais 1 million cette année, c'est très bien. Et si je ne fais pas 1 million cette année, c'est très bien aussi. D'un coup, tu as beaucoup moins de peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième vocation de la peur, c'est... donc, effectivement, la première, c'est de t'informer que tu crois que le résultat va être extraordinaire. Le deuxième, c'est aussi de te montrer qu'il y a un scénario que tu redoutes et de t'apprendre à aimer le scénario que tu redoutes. Puisque si tu poursuis un objectif vis-à-vis duquel tu n'es pas à l'aise à embrasser tous les scénarios, en fait, tu ne poursuis pas réellement un objectif, tu poursuis un fantasme. Et la troisième vocation de la peur, c'est aussi de te préparer à différents scénarios. Puisque... et c'est pour ça que je ne crois pas du tout au passage en force dans la peur, parce que la peur, elle te montre juste que tu n'es pas préparé au pire scénario. Okay. Et que si le pire scénario se produit, en fait, tu ne sais pas comment y réagir. Si je prends l'exemple de la conférence, moi, un des trucs dont j'avais peur en conférence, les premières fois, c'était putain, si je fais une blague et qu'elle n'est pas drôle. Et je me souviens qu'un jour, j'avais assisté à une formation de conférencier et le formateur expliquait le fait qu'en fait, si tu fais une blague et qu'elle n'est pas drôle, il y a une technique qui marche très bien, qui est de dire quelque chose comme « Ah ok, en fait, elle vous fait pas rire, je la referai pas. » Et en fait, rien que de faire ça fait rire tout le monde. Même si la première était pas drôle, le rattrapage est drôle.
Et ce qui est marrant, c'est que le jour où j'ai découvert cette technique, j'ai plus du tout eu peur de faire une blague. Parce que je savais que si je ratais ma blague, c'était aussi une opportunité. Je ne l'ai pas formulé de cette manière, mais c'était... Si je l'avais formulé de cette manière, j'aurais pu me demander c'est quoi les bénéfices de faire une blague et qu'elle rate. C'est que j'ai l'opportunité de rire de moi. Et donc, la peur, elle te montre aussi ça. Elle te montre que tu n'es pas à l'aise avec un scénario qui est probable. Et les gens essaient de se raconter des histoires qui marchent pas. Par exemple, les gens, parfois, ils ont peur de prendre la parole en public ou de faire des vidéos sur Internet. Ils essaient de se raconter, oui, mais non, mais les gens, en fait, tu sais, les gens sont bienveillants. Non, en fait, il y a des connards qui vont te dire que c'était de la merde ta vidéo et que ce que tu dis, c'est de la merde, tu vois. Et en fait, ça crée toujours une forme de doute quand tu essaies de te raconter une belle histoire. Parce que ta peur, elle te montre que tu n'es pas prêt à faire face à la réalité. Et la réalité, c'est les deux côtés, c'est soutien et challenge. Alors que si je me demande, ok, en fait, c'est quoi le bénéfice qu'il y a un connard qui me dise qu'il n'est pas du tout d'accord? En fait, je pourrais peut-être avoir une discussion avec lui, ça m'enrichira sur comment j'explique les choses et, tu vois, différentes choses. D'un coup, en fait, limite, j'ai envie que ce connard y vienne parce que je vois en quoi ça va m'enrichir. S'il vient, c'est très bien. S'il vient pas, c'est très bien. Ouais. Et là, je peux être présent. Plutôt que d'essayer d'éviter que ce connard vienne dire quelque chose. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas vraiment au fait de... Enfin, à moitié. Je crois au fait de dépasser sa peur peut-être 20% du temps, on va dire, par la force. Et 80% du temps par la stratégie. Ok. Quand tu dis stratégie, du coup, c'est ce que tu viens de dire. Ouais, exactement. C'est effectivement en regardant qu'est-ce que mes perceptions m'indiquent et en regardant qu'est-ce que mes perceptions m'indiquent et en regardant également dans le pire scénario, c'est quoi les bénéfices et comment j'en fais une opportunité. On avance. Tu vois, par exemple, les gens peuvent avoir peur d'investir. Tu vois, un autre truc sur lesquels... Mais en fait, si tu regardes les gens qui ont peur d'investir, ils sont inéduqués. C'est-à-dire quelqu'un qui est éduqué, il n'a pas peur d'investir. Et peut-être que celui qui est inéduqué et qui se met à investir, peut-être qu'en fait, sa peur, elle lui montre qu'il ne sait pas du tout ce qu'il est en train de faire. Ouais. Et qu'il s'agirait peut-être de savoir ce qu'il est en train de faire avant de mettre toutes ses économies. Ok, ouais. Et donc, quand il sait ce qu'il doit faire, ça se trouve, il aura plus envie d'investir, du coup. Parce qu'il aura juste en mode, j'ai plus de peur. Et là, quand le choix est devant moi, je fais, au final, je pourrais investir. Je suis un peu biaisé là-dessus, dans le sens où je vois pas pourquoi quelqu'un d'éduqué ne voudrait pas investir son argent et parce qu'il préférerait l'investir à la banque qui lui rend 1% et qui, elle, investit sur son dos. Ça lui permet d'avoir de la liquidité. Ok, mais on va pas rentrer dans un podcast investissement, mais ta liquidité, tu la mets sur un fonds euro ou sur un fonds dollar, tu as un taux, selon si tu en tout cas, tu as un taux qui double probablement par rapport à ce que la banque te donne. Et en fait, tu investis dans la même chose que la banque. Mais bon. C'est intéressant, c'est un bon sujet aussi. Ok, donc là, si je me remets du coup pour ma conférence, on va prendre l'exemple de la conférence. J'ai peur. Juste avant de passer du coup sur scène. Donc à ce moment-là, c'est là que je me suis pas assez préparé sur peut-être, en tout cas c'est la troisième phase, dire il y a peut-être un scénario que j'ai pas préparé et donc du coup c'est pour ça que j'ai peur. J'ai oublié un quatrième raison, quatrième mission de la peur, quatrième raison d'être de la peur, c'est de t'apprendre à aimer un scénario que t'as pas appris à aimer dans le passé. Donc, tu peux avoir peur de quelque chose parce que tu veux pas revivre quelque chose que tu as vécu dans le passé. Pas parce que ce que tu as vécu était terrible, mais parce que tu l'as vu comme terrible. Ouais, bien sûr. Et donc, la mission de ta peur, elle est d'apprendre à aimer ce que tu n'as pas appris à aimer. Ok. Et donc, si on reprend, par exemple, sur ta conférence, tu dirais que... C'est quoi? Tu as eu une forme de trauma autour de la prise de parole publique quand tu étais jeune. Tu dirais que... Tu te dis que ça va être extraordinaire et en fait, tu as peur que ça parle pas aux gens et tu vois pas les bénéfices si ça parle pas aux gens.
Non, c'est plus le trauma, c'est plus le premier truc. Et donc, c'est ça qui fait que c'est important pour moi, parce que j'ai senti un vide dans mon trauma. Ouais. Yes. Ok. Et de toute façon, tu as deux manières, effectivement, t'as deux manières de te libérer d'un trauma. Soit tu t'en libères par, peu importe la modalité, mais en tout cas, tu t'en libères en transformant la perception de l'expérience passée. Soit tu à travers les perceptions ou à travers le corps, ou peu importe la modalité que tu utilises, soit tu accumules suffisamment d'expériences différentes pour te rendre compte que tu as eu une évaluation inobjective du passé. Et si je dissous cette peur, du coup, ou ce trauma, à ce moment-là, du coup, une autre valeur peut apparaître dans ma vie. Parce que du coup, j'aurais peut-être plus ce vide-là, et donc, du coup, plus cette valeur. Ouais. Ok. Mais pas forcément. Mais pas forcément, elle peut rester quand même, cette valeur. Et surtout, tu vas le faire différemment. C'est-à-dire que là, tu le fais pour toi, pour te prouver quelque chose. Ouais. Et en te libérant de ça, tu le fais plus pour toi. Tu le fais probablement pour partager quelque chose, pour servir, pour donner. Tu feras probablement plus que d'une vente. Merci beaucoup, parce que je commence à paniquer. Ok, c'est intéressant, en effet, de plus être dravé par cette peur. Tu vois, j'ai plein de valeurs dont j'ai dissous la charge, et pour autant, elle est restée. Enfin, la valeur est restée. Ok. Enfin, l'exemple sur la psychologie, sur apprendre, pendant longtemps, je m'en étais voulu de mes addictions, et j'avais très honte de cette partie de ma vie. Finalement, j'ai appris à aimer cette partie de ma vie. J'ai compris ce que ça m'avait appris et ce que ça m'avait donné, et à quoi c'était à mon service. Et pour autant, j'ai quand même encore la quête de pouvoir servir les gens, puisque en fait, c'est est-ce que je fais les choses par peur ou par amour, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie que plus de gens puissent expérimenter le changement que j'ai pu expérimenter. Ouais, donc tu le fais vraiment par amour, ok. Ouais. Et de toute façon, il te faut bien des valeurs à la fin. Sinon, ta vie n'a plus de sens. Ouais, ok. Ouais. Et même si tu sais à un niveau que c'est une illusion, t'en as tout de même besoin. Ok, t'en as besoin, ok. Bah, si t'as plus aucune valeur, tu restes dans ta chaise et tu te laisses mourir, quoi. Ouais. Tu ne bougeras jamais un muscle. Tu ne bougeras jamais un muscle, mais même un minuscule muscle, sans avoir la perception que bouger ce muscle va t'apporter plus de bénéfices que d'inconvénients. Ok. Donc, si je n'ai plus de biais, si j'ai plus de perception déséquilibrée d'humain, je ne bouge plus. Ok. Je me laisse mourir. Okay. Donc on a toujours des biais alors. On a toujours des biais. Tu auras toujours des biais. Ouais. Mais est-ce qu'on est drivé par l'amour ou par la peur? C'est un peu ça du coup. Ouais, encore une fois, je l'ai formulé de manière un peu romantique, mais je crois que c'est moins binaire que ça. Ouais, comme d'hab quoi. Ouais, c'est moins binaire que ça, et je te dis que je m'exagère en te disant que je suis drivé par l'amour sur ça, mais je suis probablement aussi drivé par la peur. Ok. Ouais. Bon, je sais pas si ça m'aide tout ça. Ça m'aide en termes, tu vois, de comprendre les choses et tout ça. Mais je me dis, bah attends, est-ce que je vais refaire une conférence du coup? Bon là, j'ai envie de dire oui, tu vois. J'ai envie de dire oui. Après, pour moi, quand je t'entends, ça vient aussi une forme de fil conducteur que tu n'as peut-être pas encore saisi dans tout ce que tu fais. Peut-être. Peut-être. Et pour revenir aussi sur la vision tout à l'heure, parce que du coup j'ai fermé mais j'ai pas réouvert. Ouais. Sur la vision, il y a une notion de... Du coup, encore une fois, tu vois, on a ces extrêmes où la plupart des gens ont vécu sans vision.
tu vois, pendant toute leur enfance, adolescence, jeune adulte. Et à un moment donné, ils entendent l'idée qu'on peut avoir une vision sur Internet. Tu vois. Et donc, ça devient un autre extrême de il faut que j'ai une vision. Et pareil, ça résout pas le problème. Enfin, ça résout pas le sujet. Tu vois. Au contraire, ça devient presque plus une pression que quelque chose qui aide vraiment. Euh, et d'ailleurs, beaucoup de gens vont aussi réussir à avoir une vision, mais en fait, cette vision, elle crée juste plus de souffrance dans leur vie parce que c'est quelque chose qui vient de choses de part blessées chez eux. Et du coup, c'est une bataille pour prouver et compagnie. J'aime beaucoup l'idée de... J'aime beaucoup ce que dit je crois que c'est un psychologue dont le nom vient de m'échapper complètement. Alors que, genre, je le cite tous les mois, probablement, dans une de mes conférences ou interviews. Ah oui, Frédéric Hudson. Frédéric Hudson a justement théorisé une chose qui s'appelle le cycle d'Hudson, qui explique que dans tout projet objectif, il va y avoir 4 phases qu'on peut, si on veut, schématiser avec les saisons, en tout cas qui ont une forme d'analogie avec les saisons, dans lequel, au début, il y a un printemps. Un printemps, c'est les étapes 1, 2, 3 du cycle d'Hudson, dans lequel je vais avoir une idée, formuler une idée, planter des graines, et je vais avoir une forme d'enthousiasme, de joie, de clarté sur ce que je suis en train de créer, et c'est génial. Ensuite, je vais avoir l'été. L'été, c'est je récolte les fruits de ce que j'ai semé au printemps, de la conférence, par exemple. Tu vois, je fais ma conférence l'été, je vis quelque chose de fort, je l'ai préparé, j'ai formulé l'idée de la conférence, et voilà. Et après l'été, il y a une phase d'automne qui est une phase où je vais retirer les apprentissages, prendre du recul, me demander qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'ai envie d'ajuster, qu'est-ce que j'ai pas envie d'ajuster. Bref, toutes ces choses-là. Qui termine avec un hiver qui est le deuil de ce projet-là. Pour éventuellement donner naissance à un nouveau cycle. Un nouveau cycle sur un nouveau projet, sur un nouveau quelque chose. Moi, ce que j'ai pu observer en accompagnant les entrepreneurs, et après je vais te donner une distinction dans ce cycle d'Hudson, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la plupart des entrepreneurs et des gens qui suivent le développement personnel sur Internet sont très mal à l'aise avec l'étape 3 et 4. Sont addicts à l'étape 1 et 2, au printemps et à l'été. Et sont très mal à l'aise avec l'étape 3 et 4, qui est l'automne et l'hiver. Et donc, on peut l'expliquer biologiquement et à plein d'endroits, mais puisque l'amygdale à l'intérieur de nous est addict à la fierté. Et donc, il a du mal avec l'étape 3 ou 4 où tu as l'impression de rien produire dans le visible. Et ce qui se passe, c'est ce qu'explique Hudson, c'est qu'en fait, il y a 2 types d'hiver. Il y a soit un hiver qui amène, on pourrait dire que c'est un hiver, c'est moi qui fais cette analogie, mais c'est un hiver relativement tiède, tranquille, où cet hiver va passer par juste un changement d'activité. C'est-à-dire qu'on change de projet. Mais je peux aussi passer par un hiver qui va être beaucoup plus dur, qui est un changement identitaire, qui est une crise identitaire. Je ne fais pas juste le deuil d'un projet, je fais le deuil d'une identité. Et ma théorie, c'est que, c'est peut-être lui qui le dit, mais en tout cas, c'est ce que j'ai observé. Je ne sais pas si je le tire de ce que j'ai lu de lui ou de ce que j'ai observé, mais c'est que au moins tu es à l'aise avec les étapes 3 et 4, au plus la vie va te forcer à avoir des crises identitaires profondes. Parce que si tu veux pas toi-même prendre le temps d'ajuster au fur et à mesure, en fait, tu vas avoir à un moment donné des crises de sens profondes et le besoin de faire l'arrêt pour les 10 projets vis-à-vis duquel tu n'as pas voulu faire l'arrêt. Comme si, comme un ravito, tu veux pas prendre ton ravito, en fait, tu vas prendre un ravito, mais tu vas prendre un ravito de malade. De malade, quoi. Très fort. Voilà. Et j'aime beaucoup cette idée parce que je pense que je dis les entrepreneurs, mais je pense que c'est notre société occidentale,
pas du tout à l'aise avec ces étapes 3 et 4. Et c'est une chose que j'essaie de faire avec les entrepreneurs que j'accompagne, embrasser ces étapes 3 et 4. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça avec la vision? Parce que, en fait, toutes ces différentes phases ne sont pas du tout propices. Certaines de ces phases ne sont pas propices à clarifier une vision. Et d'ailleurs, ces différentes phases ne sont tout simplement pas propices à tout un ensemble d'injonctions du développement personnel. Peut-être que fin de printemps, début d'été, ça peut être adapté d'aller dépasser des peurs, mais vouloir aller dépasser des peurs quand tu es en automne, quand tu es au printemps, c'est probablement très contre-productif. Et on pourrait prendre chaque injonction du développement personnel et voir à quel point elle est adaptée dans une phase de ton cycle et inadaptée dans une autre phase de ton cycle. Ça me parle beaucoup. J'ai eu cette discussion il y a 2 semaines avec Marlène, que tu connais aussi, Yes. Ouais. sur le rythme, le cycle. Ouais. Ok, super intéressant. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu conseilles quand tu es dans cette cycle 3-4, du coup, automne-hiver? Est-ce qu'il y a des pratiques à avoir justement pour... Parce que j'ai l'impression en plus que là, on est on est en mi-décembre. Ouais. On a une grosse phase d'introspection de qu'est-ce qui s'est passé en 2025 et qu'est-ce qu'on va faire en 2026. Sachant que tu peux être dans différentes phases, dans différents domaines de vie en même temps. Ok. Je peux être en été professionnel et être par exemple en hiver relationnel. Ok. Mais oui, donc comment on fait en ce moment, c'est ça? Ouais, comment on fait en ce moment? Et du coup, qu'est-ce que tu dis à ces entrepreneurs qui sont dire bah ok, vous êtes là vous êtes en phase 3-4, acceptez-le entre guillemets, et concrètement du coup, est-ce qu'il y a des routines, des trucs à faire? Yes. Ouais. Je vais répondre juste avant. Je prenais une analogie hier avec un client, justement, qui est que, en fait, réinitier un projet sans embrasser ton automne et ton hiver, sans tout simplement faire l'expérience de ton automne et ton hiver, c'est comme une agriculture intensive. C'est-à-dire que les fruits qui vont en sortir, en apparence, ils sont les mêmes, mais quand tu regardes à l'intérieur, les fruits d'agriculture intensive n'ont pas du tout les mêmes nutriments et la même qualité nutritionnelle que les fruits qui ont accepté la période de non-production. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu peux continuer, mais tu n'auras pas ce supplément d'âme d'un projet qui a été mûri, qui a pris le temps de s'arrêter, dans lequel il y a eu du recul, plutôt que de continuer dans cette boucle infernale. J'aime bien cette analogie, puisqu'en tant qu'entrepreneur, tu peux continuer, mais en fait, tes projets n'auront pas ce supplément d'âme. Tu vois, tes créations n'auront pas ce supplément d'âme si tu ne prends pas ces temps. Qu'est-ce que tu peux faire, du coup, en printemps et en hiver? En automne et en hiver. En automne et en hiver. Moi, je pense, déjà, j'aime bien sortir de chez moi. Quand je dis sortir de chez moi, c'est prendre du recul. Tu vois, j'étais à Bali. Mais voilà, j'aime bien aller ailleurs. Ça m'aide en général à prendre du recul, à sortir de mon projet. J'aime bien journal, tu vois, donc j'aime bien écrire. J'aime bien écrire. Et les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai apprécié dans la dernière phase? Qu'est-ce que j'ai moins apprécié? Comment j'ajuste ça lors de la prochaine phase? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur ce qui m'énergise, sur ce qui m'énergise pas? Comment j'ajuste ça dans ma manière de travailler, dans ma manière d'être en relation, dans ces différents éléments? Faire des choses non productives. Donc, je dis productive avec un parenthèse. Mais oui, j'en sais rien. Aller marcher, se faire masser, méditer,
être sous la couette, des trucs qu'on fait naturellement, quoi. C'est vrai qu'on a vu que tu t'es fait masser à Bali dans tes stories. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok. Et donc c'est ce que tu fais toi actuellement en décembre là, tu fais un peu la fin 2025, tu prépares 2026. Ouais, ouais, ouais. Là, je suis en hiver physique. Ok. Physiquement, je suis en hiver. Tu vois, je suis blessé. Je sens que je suis fatigué. Je fais des nuits de 9h, 9h30. Ok. Ouais, ce qui est... Donc, physiquement, je suis vraiment en hiver. Enfin, je vois clairement le cycle. J'ai fait un marathon, un week-end trail, euh, 2 gros trails. Tu vois, donc je vois mon printemps-été qui a eu lieu jusqu'en novembre, jusqu'au début novembre. Et depuis début novembre, depuis début novembre, physiquement, je fais mon automne-été, mon automne-hiver. De toute façon, je suis blessé. T'es blessé où? Au genou. Au genou, ok. Ouais. Ouais. Souvent on dit dis-moi où t'as mal et je te dirai ce que je sais. t'as. Ouais. Bah ouais. Ouais. Euh, Ok. non mais Tu vois des significations? oui et non. Enfin, oui. Après, oui. Après, j'ai tout de même appliqué un bon stress mécanique sur mon genou, quoi. Ok. Enfin, tu vois, entre passer de 30 km par semaine à 120 km par semaine, Ouais. il y a aussi une forme de stress mécanique à ne pas ignorer, je pense. Euh, Professionnellement, je me vois plutôt dans un début de printemps, un premier mois de printemps. Ok. Ouais. Donc là t'as l'élan à fond là. Ouais, je sens que j'ai de l'élan, j'ai envie de créer soit un dernier mois d'hiver, soit parce que j'ai à moitié l'énergie, mais j'ai la clarté. Ok. Voilà. Voilà, donc ouais. Ok. Clarté à fond là. Ouais, je suis très clair sur ce que je veux créer. Ok. Qu'est-ce que t'as arrêté du coup là le. J'ai arrêté le coaching individuel. Ah ok. Ouais, enfin, je continue avec les clients que j'ai, mais là, j'ai refusé une dizaine de clients dans le dernier mois. Ok. Et je ne prendrai pas de clients individuels avant probablement quelques mois Ok. minimum. Ok. Je sens que j'ai besoin de mettre de côté les nouveaux clients individuels et j'ai besoin d'en avoir le moins possible. Euh, j'ai délégué pas mal de choses. Et donc là, je vais pouvoir me reconcentrer vraiment sur la création des prochains programmes et j'ai une vision claire des différents programmes que je veux proposer dans l'année qui arrive. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, c'est top ça. Ouais. Ouais, ok. Ouais, nickel. Chouette, je pense que ça fait un bel épisode. Ouais. On a parlé de peur, de vision, de choix, de valeurs. Est-ce que tu aurais un. Et de conflits internes surtout. Et de conflits internes aussi, ouais. C'est-à-dire que, Ouais, ouais, de tension, tu ouais, vois, clairement. encore une fois, on en revient à l'attention, elle vient toujours d'une injonction. T'as pas de tension de quelque chose qui est intrinsèque et authentique. Hmm. T'as une tension dès lors qu'il y a une forme d'injonction et que dès lors qu'il y a une forme d'injonction, il y a une forme de dualité, de bien-mal. Hmm. Et du coup, j'ai peur de me tromper. Ouais, super intéressant. Merci. Et puis on vous dit du coup à la semaine prochaine. C'était Vivant.